Bonjour, bonsoir, bon après-midi à cette conversation et audience qui vient de 65 pays, Kazakhstan, euh, Pérou, Hong Kong, Samoa et les Émirats arabes unis, la France et la Grande-Bretagne d'où je viens. Je m'appelle Emily Casta, je suis chef des services à BBC et nous allons parler de la polarisation problématique et la division. Je suis ravie de vous avoir dans cette session interactive où, ensemble, nous allons exploiter les façons d'accroître la diversité et l'inclusion, comme est le thème du symposium, qui est le recadrage des musiques. Et nous avons un panel exceptionnel. Comme vous l'avez entendu, quand on a planifié le symposium, on ne s'est jamais rendu compte qu'il va se passer au milieu d'une épidémie. Donc, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez? On va mettre un pôle. Et est-ce que vous pensez que la COVID-19 est une opportunité ou une menace pour les musées dans leur parcours de devenir plus inclusifs et plus diversifiés? Donc, où est-ce que vous sentez cela? Est-ce que c'est une opportunité ou une menace? Et on va utiliser vos jugements pour entamer la discussion. Donc, je suis ravie de vous accueillir à notre discussion et ce sont des temps extraordinaires. Les musées sont fermés à travers le monde. Il y a des pressions financières qui pressent et certainement plus de causes d'être plus éthiques, plus représentants et plus inclusifs. Et certaines personnes pensent que les euh, musées symbolise une élite intouchable. L'art doit se concentrer sur l'accès, les opportunités, la dignité et l'ouverture d'esprit. Et je crois et j'espère que les 2 heures à venir vont être tellement engageantes. La seule raison qu'on va vous demander, c'est d'utiliser le tweet Refraining Museum. Donc, je remercie nous autres d'avoir organisé ce symposium, Mariette Vincelman, la vice-chancelière de NYU Abu Dhabi, et Manuel Rabaté, le directeur du Louvre Abu Dhabi. Donc, je vais présenter nos panélistes. Je sais qu'il est trop dur de ne pas être dans la même salle ensemble aujourd'hui, mais une des bonnes choses, c'est d'avoir un panel de haut calibre pour discuter de ces problématiques. Et il serait très amusant euh, quand on commence à connaître la passion de chaque panéliste. Donc, quand je vais présenter chacun de vous, je vais vous demander de décrire avec une image, une pièce d'art complètement inclusive et qui a du sens pour vous personnellement. Donc, je vais juste vous donner une minute. Euh, Je vais donner à notre curateur Anissa Guerre juste une minute. Je vais commencer par Kevin Feldman. Et vous êtes pionnier dans plusieurs façons. Pionnière, la première directrice du musée d'art à Washington. Vous avez fait des études en archéologie en Europe. Vous avez démontré un certain leadership dans plusieurs institutions d'athlétisme et d'art visuel, exploitant le rôle que l'art peut jouer, qui permettra de comprendre les différences, euh, votre désir de créer des musées beaucoup plus inclusifs. Et vous avez dit, le passé ne doit pas être le destin. Donc, nous avons cette pièce d'art. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de partager cette pièce d'art avec nous? Merci, Émilie. C'est une peinture de Martin Wong parce qu'elle résonne pour le futur. Elle a été peinte en 1887. Il y a 8 enfants divers qui jouent vus sur une marque avec les étoiles au milieu. En tant que leader, je dois avoir toujours de l'espoir. Le défi
est en train de gagner de nous et ne nous aide pas à être équilibrés. Durant ces moments difficiles, les choses sont terribles, mais on va surmonter. Et ça fait partie de mon étoile polaire. Ces 8 enfants qui semblent aux États-Unis, où la majorité est de 16 ans ou moins et qui sont tous d'ethnicité différentes et de couleurs de peau différentes. Je crois que cette génération de 16 ans va donner de l'espoir et prendra mieux soin de notre planète et que les individus seront traités d'une façon plus équitable. Merci beaucoup, vous l'avez fait en 1 minute. Quelle belle image, une image optimiste de notre futur, du futur de nos communautés. Merci. Donc, je vais maintenant à la Iswagala. Vous êtes passionné du rôle de l'art dans les cultures et dans le développement. Vous êtes parti à travers le monde et vous avez parlé des réseaux de musées inclusifs. Vous étiez directeur des instituts inclusifs des musées. Donc, vous êtes professeur à l'université de Nottingham à Hollande, en Australie et en Inde. Vous avez écrit beaucoup de livres comme L'héritage mondial, Le bénéfice des frontières, L'exploitation des cultures et des communautés et de l'écosystème. Mais vous n'êtes pas seulement académicien, vous êtes aussi praticien, vous êtes curateur dans votre ville natale en Inde. Vous avez parlé du bouddhisme. Pourquoi vous avez partagé cette pièce d'art avec nous? Merci, Amélie. Quand je suis retournée d'Inde il y a 2 ans, en Australie et dans d'autres pays, je me rappelais de ma ville natale, Amarala, et un espace bouddhiste. Et je me rappelle pas seulement des musées qui représentaient pour la plupart l'urbanisme. Et c'est une conversation entre 2 ou 3% des individus de la cité et 80% des religions d'Inde sont complètement oubliées et ne sont pas représentées dans les musées d'Inde. Donc, en retournant à ma ville natale, j'ai trouvé, comme dans plusieurs parties de l'Inde, les femmes qu'on ne voit pas. Et j'ai commencé par un projet avec les belles filles du village. Et dans ce village, dans le village d'Anada, il s'appelle Anada, les femmes d'un autre village qui sont mariées viennent visiter ça et habitent le village quand ils sont mariés à un individu du village. Donc c'est un projet à multidimension. Nous avons quelques difficultés dans les communautés et surtout pour les femmes qui datent depuis des centenaires. Comment ils ont proclamé cela? Et en fait, ce que vous voyez à la fin, c'est l'héritage intangible associé à ces femmes qui viennent et qui performent leur service. L'inclusion en Inde rassemble les villages avec le reste de l'Inde. Merci beaucoup. Quelle belle histoire d'inclusion, de diversité de genre et de belles filles aussi et leur rôle dans la société. Roland Descartes, pour les dernières 3 années, vous étiez le président du musée d'Orsay et la première femme, et c'est vraiment incroyable, de gérer un musée national en France. Vous avez aidé à mettre à la mise en place du Louvre Abu Dhabi. Vous avez été
expertises dans l'art du 19e et du 20e siècle, et vous avez organisé la première exposition par l'Institut d'art française qui a parlé des représentations des villageois dans l'art. Quelle est la pièce que vous avez choisie et pourquoi? Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai précisément choisi celle-là, qui est cette pièce d'art qui est liée à l'exposition qui a eu lieu au musée d'Orsay. Comme vous pouvez voir des installations noires parisiennes dans ce musée. Dans l'essor du modèle noir, ça consiste de 12 représentations. J'ai souligné le nom de quelques écrivains qui ont contribué à l'art français à partir du 10e et du 20e siècle. Certains d'eux sont bien connus pour le public général et d'autres restent inconnus. Certains Parisiens noirs adressent une visibilité invisible, surtout dans les figurines noires françaises. Ceci signifie l'importance de la légitimité de ces pièces noires dans l'histoire de l'art. C'est un des plus grands défis des musées aujourd'hui, c'est de changer la façon ou de trouver de nouveaux angles, d'examiner ces œuvres d'art qui parfois nous proviennent du passé, des chefs-d'œuvre de certains musées, et essayer de les rendre plus accessibles à toutes les audiences. Et c'est comme le travail de Glenn, par exemple, c'est de mettre tous ces noms au centre des musées et inviter une nouvelle audience à venir découvrir et connaître ces noms. Merci beaucoup. Excellente idée de la visibilité et de l'invisibilité de l'art, des nouvelles façons d'engager de nouvelles audiences. Il y a une vidéo, je ne sais pas si j'aurai le temps de la passer. Vous allez voir Glenn en pleine action. Merci beaucoup, j'aime bien les noms inconnus. Je vais passer à Adriano. Vous étiez à São Paulo, c'est une des rues les plus occupées de São Paulo. Et vous avez eu l'idée d'inviter tous les Brésiliens à entrer au musée et se reconnaître là-dedans. L'idée, c'était de changer toute l'identité du musée. Et avant cela, vous avez organisé le centre d'exposition sur l'idée du Brésil et vous avez raconté l'histoire. Et je vois que vous avez beaucoup d'excellentes nouvelles concernant les expositions, la diversité et l'histoire. Racontez-nous un peu sur pourquoi vous avez choisi telle ou telle cette pièce précisément. Bonjour, merci Émilie, merci tout le monde. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un travail fait par plusieurs acteurs brésiliens. Ce travail a été installé sur la façade de notre immeuble durant l'exposition de l'histoire afro-atlantique que nous avons accueillie en 2018. Et depuis lors, le travail est rentré dans nos collections d'une façon et nous avons ajouté la photographie, comme vous avez dit, c'est une des rues les plus iconiques à São Paulo. C'est
La phrase est provocante. C'est une citation de Jean-Paul Sartre. L'auteur français a dit quand il a visité le Brésil en 1960, le Brésil est bien connu pour cette diversité de la population noire et blanche. Nous avons reçu 40% de la population africaine qui voulait migrer en Amérique dans le temps des esclaves. Et en fait, c'était un musée qui est bien connu pour ses collections européennes et la représentation des Noirs ou de la race noire en fait dans les musées et les choses que nous avons pu adresser d'une façon significative depuis 2018, mais il nous reste beaucoup de travail à faire. Le travail n'est jamais fini. Merci Adriano, c'est extrêmement intéressant que cette bannière est à l'extérieur pour parler de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un reflet de ce qui se passe dans votre musée et de l'extérieur également. Et c'est symbolique des personnes exclues et que l'on peut désormais accueillir dans les musées. Merci. Manal Ataya, laissez-moi vous présenter. Vous êtes chargé de collection au musée Sharjah. Vous avez de la culture islamique, vous avez du patrimoine traditionnel, l'archéologie, la science et l'éducation pour les enfants. C'est énorme. Et donc, l'impact est vraiment au cœur de vos activités diverses, notamment les festivals que vous mettez en jeu sur les problématiques environnementales, la récupération de déchets pour en faire des œuvres d'art. C'est très important d'être mal à l'aise un peu parce que cela montre qu'il y a un besoin de changement pour repenser et oublier les préjugés dans lesquels nous évoluons. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'œuvre que vous avez choisie? Merci Émilie. L'œuvre que j'ai choisie est de Ervand Demerjian. Elle fait partie de notre collection. Ce que j'aime dans cette œuvre, c'est elle me parle, elle touche à l'inclusivité par son thème. L'artiste est arménien, est moitié arménien et égyptien, né à Constantinople à l'époque de l'Empire ottoman, mais à cause des persécutions, il a dû quitter Istanbul et arriver en Égypte en tant que réfugié. Il avait bien compris cette idée du déplacement, les persécutions, les groupes minoritaires. Et ici, dans cette peinture, c'est assez rare de voir une représentation d'une jeune femme noire dans les images, surtout représentées comme ça. En général, elles sont représentées de manière secondaire ou dépeintes en tant qu'esclaves. Ici, vous voyez une jeune fille digne, forte. On l'appelle la Nubienne également. C'est important parce que là, c'est un symbolique de des Nubiens en tant que minorité en Égypte. On voit la pyramide derrière, les pyramides. Et cela nous fait réfléchir également sur ce qu'est vraiment l'Égypte. Donc, comme il venait d'une minorité, dans cette minorité arménienne, il avait une sensibilité aiguë de ce qui est l'origine de ce qui compose un pays, mais qui sont parfois ignorés. Et tristement, ici, le peuple nubien, au début des années 1990, ont été déplacés. Ils ont été forcés à quitter leur terre et aujourd'hui, la culture et la langue nubienne est oubliée jusqu'à un certain point. Et ça, pour moi, c'est une image comment en fait l'altérisation est une expérience mondiale.
Merci, puisque cela reflète l'intérieur et l'extérieur et des personnes les personnes persécutées. Vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé cette image avec nous. Et maintenant, j'aimerais accueillir Salah Hassan. Vous êtes professeur des diasporas africaines à l'Université de Cornell, dans l'État de New York. Et je sais que vous êtes particulièrement intéressé par l'identité africaine et notamment en diaspora. Vous travaillez à l'heure actuelle sur deux gros projets, le surréalisme africain et également sur le Soudan. Et ce qui vous rend particulièrement heureux, c'est de souligner, de nous faire connaître des artistes bien particuliers. Expliquez-nous ce que vous avez choisi. Salah, vous nous entendez? Excusez-moi, oui, mon micro était inactif. Merci, merci pour à vous tous, à tous ceux qui travaillent en toile de fond derrière que ce symposium puisse exister. L'œuvre que j'ai choisi de vous montrer est très spécifique au contexte euro-américain. Il s'agit d'une œuvre de David Ammons et cela s'appelle Drapeau africain-américain. C'est une œuvre qui a eu de nombreuses vies. Pourquoi est-ce que je l'ai choisie? Parce qu'elle est très astucieuse, très intelligente, très fine et extraordinaire dans un sens. Et plutôt que de représenter l'inclusion, elle exprime plutôt les relations, la réaction à l'inclusion et à l'exclusion. Et également parce qu'il y a cette tension entre la familiarité et le fait de ne pas être familier d'un lieu, le drapeau américain, qui bien sûr n'a pas ces couleurs-là, que l'on voit ici en rouge, noir et vert, qui est en fait les couleurs de panafricanisme. Alors, il y a vraiment un sujet particulier, c'est la conscience panafricaine derrière ce drapeau. Une double conscience entre être africain, pas complètement, mais toutefois, et étant également un Américain, mais pas complètement, pas forcément complètement accepté. Et le choc des découvertes, de la découverte que ce drapeau auquel on paye tribut, que l'on honore, est devenu quelque chose qui peut choquer. Cela prend également une autre vie quand c'est le mouvement des BLM qui le reprend. Depuis que ce joueur de football américain, vous vous souvenez, s'est agenouillé, a refusé de prêter allégeance. Vous voyez également ici que dans le contexte du MoMA, ce drapeau a été mutilé, c'était peut-être un petit peu ambigu. La deuxième, on le voit donc à Harlem, comme s'il était spécifique au site. Enfin, il y a l'addition, l'ajout qui en a été fait l'année dernière, qui rajoute une partie de l'hymne national américain au Second You See, ce que parfois on oublie que les paroles sont parfois racistes, qui parlent en fait des esclaves, que rien ne pourrait les empêcher d'atteindre leur tombe. Et en fait, la dernière diapo montre ce drapeau qui est adopté
que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Je pense que l'artiste lui-même pourrait apprécier. Fait partie, il devient presque un emblème du BLM. Merci, merci beaucoup, Salah. Merci parce que vous avez vraiment tenu avec le temps. C'est tellement emblématique que nous ayons terminé sur ce drapeau très provoquant, très fin. Et la tension entre être inclusif et exclusif, d'être familier ou d'être étranger. Et ce n'est pas étonnant vu le calibre de mes panélistes. Maintenant, je vais vous montrer les résultats de notre sondage. Et vous voyez à quel point l'opportunité l'emporte à 78%. Et seulement 22% de personnes pensent que c'est plutôt une menace plus ou moins une menace, parce que c'est un petit peu les deux. Et c'est ravissant vraiment de voir que cela génère tant d'optimisme. J'aimerais entendre vos pensées par rapport à cela. Les frontières sont fermées, le monde semble incertain, un peu effrayant. Certaines fois, nous sommes éloignés des gens que nous aimons le plus. Dans un contexte comme ça, comment est-ce qu'on pourrait faire advenir les changements nécessaires pour que les musées deviennent plus inclusifs? Je vais commencer peut-être par Aramessoir. Parce que je sais que vous avez réagi à cela, à cette pandémie, à ce moment qui nous est offert, en fait, de revenir, de réfléchir à ce que nous faisons. Je ne vous entends pas. Merci, Emily. La photographie que vous avez montrée de ces femmes très joliment habillées, sont gardiens de du patriarcat. Mais c'est vrai que les femmes sont d'une autre catégorie. Mais on ne peut pas le voir comme cela. Mais pour moi, je pense que c'est une magnifique opportunité parce que la plupart de nous, dans les musées, peut-être peuvent faire référence à Nelson Mandela, quand je travaillais en Afrique du Sud. Ce qui m'a frappé très fortement est le fait, et peut-être qui m'a aidé à formuler et à établir mon idée du musée. Dans les années 60, il a été inculpé de trahison. Et il a dit que l'Afrique du Sud est pour tous les Sud-Africains. Et c'est seulement en 1994, quand il a prêté serment, le 10 mai 1994, à Union Square à Pretoria, déclarant ainsi la République de l'Afrique du Sud, est-ce qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des terres, qu'il y ait du sel pour tous les Sud-Africains. Et ça, c'est encore mieux qu'un plan de reconstruction, le développement et la transformation pour toute la société sud-africaine. Et comment est-ce que vous pouvez pouvez-vous nous expliquer la situation actuelle? Comment vous la voyez comme une véritable opportunité de transformation pour les musées? Par exemple, Adriano également. Comment est-ce que vous donneriez du sens, utiliseriez cette opportunité exceptionnelle de changement pour gérer vos propres musées? Est-ce que c'est vraiment une opportunité? Soyons francs là, enfin. Qui aimerait rebondir? Laurence, vous souriez, est-ce que vous voulez réagir? Allez, ça semble drôle. Alors, soyons honnêtes, hein, allez, soyons francs. C'est un choc extraordinaire, vraiment frappant pour le monde de la culture. C'est pas vraiment drôle tous les jours.
Et pour certaines institutions, elles sont en plein péril, un grand danger. Je ne parle pas de la France parce que la France, comme vous le savez, notre ministre de la Culture et je suis présidente de musées publics et partiellement subventionnés par les autorités publiques, par les pouvoirs publics. Et je n'ai pas eu à mettre personne au chômage de mes équipes. Nous avons maintenu des programmes d'exposition. On peut continuer nos projets. Donc, nous sommes vraiment dans une position privilégiée par rapport à beaucoup d'autres, mais je vous donne mon point de vue européen. C'est une crise majeure pour les arts vivants, pour la musique, pour le théâtre, c'est vraiment dur. Bien sûr, comme toutes les crises, ce sont des moments d'opportunité, de changement. Et là, vraiment, nous sommes devant une crise suprême, on va dire. Mais c'est davantage le stress qui nous entoure, en fait. Parfois, nous travaillons depuis des années dans des environnements où vous voyez que la crise accélère tout. La question numérique est bien sûr une question clé maintenant et pas forcément facile à résoudre pour de nombreux musées. La connexion au public est essentielle parce que la seconde fois, quand on rouvre nos musées au public, c'est la deuxième fois que nous fermons. Donc, nous aurons certainement une seconde ouverture en décembre. À chaque fois, il faut relancer l'intérêt pour le musée, ce qu'il fait pour vous, ce qu'il signifie, mais également l'idée que la culture est essentielle. C'est une priorité dans nos vies. Surtout, au moins vraiment à Paris, je peux vous dire que c'est le monde qui nous entoure, c'est notre univers et il y a une pression très, très forte sur nos personnels pour que nous rouvrions très, très vite le monde de la culture. Merci beaucoup, Émilie. Alors, par rapport peut-être que la pandémie comme une opportunité de mettre à jour les musées par rapport à leur programme. Kevin. Donc, la question n'est pas bien posée peut-être parce qu'il n'y a aucun moyen de caractériser la pandémie comme une opportunité. On ne peut pas la définir comme ça. Au vu des effets, des impacts qu'elle a eu sur les individus, il y a eu énormément de morts aux États-Unis et surtout sur le point que la remarque que vous venez de faire, ici aux États-Unis, l'impact du Covid a été majeur sur les personnes de couleur aux États-Unis, les personnes marginales, les personnes à revenus à bas revenus. On constate la souffrance véritable de nos sociétés. Et bien sûr, les musées c'est vraiment là où on voit nos personnels, nos gardes de la sécurité sont souvent des personnes de couleur. Les conservateurs et beaucoup du personnel administratif est en général blanc et télétravail. Donc, on ne peut en aucun cas dire que c'est une opportunité. C'est à nous, puisque les choses évoluent, avancent, de prendre le meilleur parmi nos institutions et générer une nouvelle norme mais il faut vraiment peut-être recadrer. Merci Kevin pour cette correction très importante. Adriano, peut-être Manal, la façon dont vous voyez, il y a eu tellement de bouleversements pour les musées et dans les vies individuelles également. Mais pour vos propres trajectoires vers l'inclusivité dans vos musées, qu'est-ce qui se passe chez vous? Si je peux
Je dirais que déjà, nous étions sur cette voie-là. En 2017, nous avons révisé la mission du musée, l'objet du musée, et la première phrase nous définit comme un musée, comme une institution plurielle et inclusive. C'est ce qui nous donne notre mandat, notre opportunité d'explorer la diversité, l'inclusion dans notre programme, nos collections, nos programmes de médiation, même au niveau des réseaux sociaux, parce que nous avons fermé pendant 7 mois. Pendant que nous avons ouvert il y a 45 jours, nous avons un petit peu l'opposé de l'hémisphère nord. Aujourd'hui, c'est davantage, nous sommes peut-être plus à l'écoute du mouvement BLM, parce qu'au-delà de la pandémie, parce que ce mouvement des Black Lives Matter est au niveau mondial, nous a donné l'opportunité de penser, de réfléchir aux nombreuses possibilités qui s'offraient à nous pour inclure des actions d'inclusion et de diversité. Et vraiment, c'est pas un chantier qui peut s'arrêter, en fait. C'est un chantier en progrès. Il faut représenter les personnes, les Noirs, par des artistes noirs. Il faut réfléchir à notre comité directeur, nos mécènes. Il faut vraiment continuer d'agir. Merci, Adriano. Alors, je crois vous avoir vu lever la main, Salah. Oui, ce que j'allais dire, c'est en fait, je suis d'accord avec Adriano. La pandémie, les pandémies vont et viennent, et l'humanité, les humains vivent plutôt, il faut dire, peut-être les questions qui nous ont été révélées par la pandémie, c'est plutôt les inégalités. Mais cela nous a exposé également le post-colonialisme. Quelle est la vie après cette décolonialisation des pensées, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui nous a frappé. Et en relation à autre chose qu'il faudrait peut-être aborder, ce sont les manifestations contre le racisme à l'envers des Noirs. Alors pour moi, en tant qu'historien de l'art, la problématique, cette idée de eurocentrisme qui privilégie l'Occident dans le contexte de la modernité, je pense que c'est d'abord un point, mais également, je ne le vois pas plutôt comme un défi ou comme une opportunité. Je considère ça plutôt comme peut-être une attention particulière. Par exemple, les collections. Les collections d'autres endroits du monde deviennent plus centrales. Mais les musées, l'esthétique des musées maintenant doit réfléchir ouvertement à quoi faire avec la présentation des minorités, l'expression également genrée. C'est vraiment ce sur quoi nous devons nous concentrer. Qu'est-ce que la pandémie nous a apporté dans un contexte, plutôt des défis et des opportunités? Merci Manal? infiniment, Manal. Voulez-vous reprendre? Je pense qu'il y a effectivement un nombre de problématiques ici. Je suis entièrement d'accord avec mon collègue, mais vous savez, j'ai vu, ou je vois plutôt les choses autrement lors de cette pandémie, pas seulement comme une opportunité, mais je vois à quel point cela a perturbé un peu la situation. Ça nous a réveillés et nous a fait prendre conscience de nombreuses choses dans différents secteurs. Il y a une façon très simpliste d'observer la situation aussi, l'inclusion. On voit qu'il y a beaucoup de choses en ligne, il y a un espace numérique qui se développe, et ça est un véritable talent, car pour certains, il leur a fallu une semaine pour tout mettre en ligne, alors qu'ils ne l'avaient pas fait depuis des centaines d'années. Mais cela vous a pris une seule semaine pour faire ça.
Mais pour certains, ce n'était pas des financements ou des ressources, mais ce n'est pas juste une ignorance ou un besoin d'ouvrir des collections ou de l'information pour certaines personnes, mais une fois de plus, ceci n'est qu'à sens unique. Avoir un site internet ouvert ou une présence n'est qu'une interaction à sens unique. Ce n'est pas un engagement ou une discussion à double sens. Pendant de nombreuses années. Il y a des véritables experts ici pour comprendre réellement comment cela fonctionne. Effectivement, si oui, les musées n'ouvriront pas pendant un moment, qu'est-ce que cela veut dire si elle ne peut pas ouvrir? Qu'est-ce qu'une exposition si elle n'est pas planifiées pendant 2 ans telles qu'elles le sont toujours et qu'elles se retrouvent en ligne? Mais autre chose que Salah a mentionné, c'est il y a des transformations sociopolitiques actuelles qui ont lieu également. On regarde aux restitutions, on parle de restitution, de démocratiser les collections, décoloniser les collections, les récits. Et je pense que tout ceci fait partie de comment nous travaillons ensemble, comment nous voyons cette solution numérique qui pourrait aider à un certain niveau la situation jusqu'à une certaine mesure. Mais que pouvons-nous rajouter réellement? Il me semble que il faut commencer par une introspection. Et pour nous, c'est dans notre secteur, la façon de penser à comment nous pouvons décoloniser nos pensées, comment nous envisageons nos paradigmes, comment changer. Et je pense que ce n'est pas juste pour nous de le prévoir, mais aux des sociétés civiles et des collectivités également de l'encourager. J'espère que ce sera une solution beaucoup plus étendue pour cela et que nous pourrons justement y faire face. Fantastique que vous ayez pensé à cela, Manal. C'est effectivement une solution détendue qui peut être considérée. C'est une façon binaire d'envisager ce parcours. C'est important, comme vous l'avez dit, de permettre cette inspection, pas seulement de condamner ou de critiquer, mais de se rendre compte que nous pouvons tous faire partie d'une solution et nous voulons que cette discussion puisse inspirer l'action et le changement. Et nous avons cette audience internationale qui est avec nous, des gens qui travaillent dans le secteur muséal, qui étudient, d'autres qui sont engagés et intéressés. Donc, j'espère que pendant le reste de la discussion, vous allez pouvoir personnellement avoir une réflexion à savoir comment vous, en tant qu'audience, pourrez faire pour réaliser ce pouvoir que vous avez et faire cette différence et contribuer autrement. Et j'espère que dans la discussion, le temps de discussion qui nous reste, nous allons pouvoir développer des solutions et réfléchir à comment vous pourriez envisager des solutions dans votre secteur ou comment vous pourriez influencer votre secteur, dans la mesure où ces changements ont besoin d'être faits pour décoloniser les musées, pour reprendre votre terme, et utiliser cette pandémie pour nous réveiller finalement et penser à nos actions, notre langage et notre façon de travailler. Donc, si vous voulez bien prendre une seconde pour y réfléchir, et je fais appel à tous nos participants, si vous voulez bien partager un peu vos réflexions, vous pouvez le participer dans le chat ou dans les questions-réponses et vous pourrez participer à la discussion. Mettez-les dans le chat, ce serait très intéressant d'avoir votre opinion. Vous pouvez également envoyer un tweet en utilisant #ReframingMuseums, donc recadrer les musées. Et il ne s'agira pas seulement de se référer à ce qu'il se passe ici dans la pièce, mais au contraire au sens plus large. Si aujourd'hui vous faites un plaidoyer public, vous avez plus de chances de poursuivre cet engagement. Je suis très intéressée de savoir ce que vous allez en penser et à quel point cette discussion vous a inspiré dans votre volonté de créer le changement et de penser différemment. Donc, nous allons maintenant démarrer notre deuxième partie de la discussion qui vraiment tire les ficelles de la conversation et des opinions qui concernent les différents aspects du musée. Nous allons faire appel aux conservateurs et aux audiences et les intentions des musées sur ce parcours à vouloir devenir plus divers et inclusif.
Et donc, comme nous le disions tout à l'heure, nous parlions d'individuel, la pandémie qui a exposé ces inégalités et la façon dont nous expérimentons tout cela et comment nous avons expérimenté le Covid-19. Mais pour y réfléchir, nous pensons aux œuvres d'art en elles-mêmes et je connais le rôle du Louvre à Abu Dhabi. Je sais que les connexions et les expositions qui mentionnent les colonisations et les expositions, vous avez parlé de décentralisation. Comment pouvons-nous défier cette situation et faire face à cette situation de façon plus efficace, Laurence? Écoutez, vous savez, il y a plusieurs façons de gérer la situation. Avant tout, il faut écouter. Écouter l'audience. Il est très important que nous soyons capables d'écouter autant les retours positifs que négatifs de notre audience, surtout pour nos grandes institutions, que ce soit Versailles, le Louvre. Enfin, bien sûr, c'est un point de vue très français, mais il est important que l'on se rende compte de la réalité de nos collections aussi. Nous ne pouvons pas comme ça, tout changer, la réalité de la collection. Donc il nous faut travailler sur comment nous la présentons et comment nous la mettons dans un contexte et ceci est fait par de nombreux musées et nous sommes aussi actuellement au Quai d'Orsay en train de revoir la présentation de notre collection, peut-être, démarrer une nouvelle vision, une nouvelle interprétation. Mais comment démontrez-vous cela? Comment qu'est-ce qui est le plus difficile? Vous savez, la question du contexte est toujours quelque chose sur lequel on peut revenir parce que vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, une collection comme celle du Quai d'Orsay est une collection du 19e siècle. Ça veut dire qu'il y a une histoire, un contexte qui l'entoure. Il s'agit de la révolution industrielle, mais aussi c'est l'empire colonial français et ceci, évidemment, a un lien au monde artistique et évidemment, d'une certaine façon, vous allez voir de nombreuses collections, dans ce contexte historique et intellectuel. Hem qui sera là. Nous allons lancer dans quelques semaines, lorsque nous lançons une exposition qui s'appelle Les origines du monde, la nature du 19e siècle, qui concerne une exposition où nous lions l'histoire des sciences avec l'histoire de l'art, avec Darwin et avec l'évolution au centre du contexte, pour que nous puissions voir comment nous pouvons encore passer d'un point de vue à un autre et pour obtenir une approche beaucoup plus riche et beaucoup plus diverse, où des individus venant d'un contexte différent peuvent trouver ou même creuser, rentrer dans cette nouvelle collection, cette exposition et trouver leur bien-être, se sentir bien au milieu de tout ça. Le problème, c'est qu'il faut absolument briser les barrières. Nous sommes des temples de l'art. Le Quai d'Orsay est comme une gare, j'avoue, on accueille beaucoup de gens, mais c'est un immeuble très imposant. Il est au centre de Paris. Ce n'est pas le Palais Royal, mais ça reste quand même les Beaux-Arts. C'est la gare des Beaux-Arts, si vous le voulez. Mais il faut que tout le monde puisse se retrouver dans cette collection. Et je ne cesse de répéter à mon équipe que nous avons de l'or entre nos mains. Si on y pense vraiment, la diversité d'une interprétation possible de notre collection, que ce soit de façon positive ou négative, n'est pas une finalité en soi, ce n'est pas ce qu'on recherche. Là, on cherche à atteindre du monde et il nous faut toujours trouver une façon de raconter une histoire, de manipuler un récit et il y a tellement de façons de raconter. Je comprends, c'est absolument fascinant et vous savez, c'est très intéressant. Vous avez cette position qui est assez audacieuse. Je vois que vous avez les peintures, des fabriques, des textiles et vous avez la façon d'exposer certains de vos travaux. Qui nécessite des cadres en cristaux, qui était une façon transparente de pouvoir exposer des choses dans un musée qui est au centre de vos musées. Vous avez démontré, exposé votre œuvre d'art comme cela, je me souviens, avec ces cadres transparents.
Effectivement, nous sommes un musée qui a de l'art qui sont à la fois de l'ère antique à une époque plus contemporaine. Pour répondre à ce que Laurence disait, s'il est beaucoup plus accessible de décoloniser l'art contemporain du XXe siècle en faisant venir un artiste indigène, ou bien un artiste afro-brésilien ou afro-atlantique dans la collection. Mais lorsque l'on arrive au 19e, 18e, 17e, 16e siècle, cela devient de plus en plus difficile. Nous avons trouvé, je dirais, une production très intéressante qui nous arrive du Pérou, la Costco. Les artistes qui travaillent dans le 16, 17, 18e siècle, qui unissent, qui juxtaposent les traditions avec l'imagerie catholique. Et donc, nous avons tenté de développer ceci dans la collection. Mais nous avons ressenti également c'était très difficile. Si nous avons une organisation chronologique de notre organisation de la collection qui est comme celle-ci, il est très difficile de pouvoir décoloniser tout cela ou ce récit eurocentrique qu'est notre histoire. Et donc, il nous faut intégrer l'art contemporain. Jusqu'à présent, il n'y a eu que les femmes artistes qui avaient été invitées à le faire dans différents contextes depuis des années. Et il nous fallait installer du travail en connexion avec d'autres périodes. Donc, au sein du XVIe siècle, au sein du XVIIIe, du XVIIe, du XIXe, nous pouvions en fait défier ce récit un petit peu plus en plaçant, en juxtaposant de l'art contemporain et de le faire dialoguer avec cette œuvre. C'est une des opportunités que nous avons suggérées, mais dans dans les expositions temporaires, c'est plus difficile, mais si nous avons des expositions historiques, c'est beaucoup plus simple. La racine est là. Et ce n'est pas juste une question d'artiste. J'ai été très prise par l'importance du nom et le souvenir d'un nom. Signifiait le fait que Black Lives Matter, par exemple, il s'agissait des modèles des noms. Et vous avez célébré le musée australien qui est revenu, qui a préféré renommer des travaux par un artiste inconnu qui était une fois un artiste très connu. J'ai trouvé que c'était très puissant car il s'agit ici de retrouver un peu le titre de la réunion qui est donc de recadrer un peu ces musées. Effectivement, vous avez fait vos recherches, je vois ça. Effectivement, une des initiatives que nous avons entrepris à la galerie est que nous avons le mémorial Chat qui a été créé pour honorer Chat. Et après la guerre civile, cela inclut le régiment du Massachusetts, des soldats afro-américains, et ça s'appelle le mémorial du chat, mais ça n'a pas de référence à tous ces soldats. Et aujourd'hui, nous travaillons travaillons à la réinstallation pour inclure les noms des soldats que nous retrouvons dans nos archives. Donc, pour constamment maintenir cet objectif de se souvenir des noms. Manal, vous souhaitiez dire quelque chose? S'il vous plaît, si vous voulez participer à tout moment, levez la main. Nous voulons que ce soit interactif. Écoutez, j'ai eu des pensées sur certaines choses qui ont été dites. Je me sens en conflit par moments. Inquiète car je trouve qu'il y a tellement de travail à faire dans ce secteur. Il y a tant de choses à faire dans ces différents niveaux, dans cette inclusivité, je dirais, qui nous permet de comprendre ou de de revoir les origines, et etc., etc. Et ça peut continuer. Mais lorsque je repense à ce que nous avons fait au musée de Sharjah, il y a des initiatives qui ont été entreprises, comme par exemple
nous avons travaillé sur l'accessibilité après dans les musées pour rendre les musées accessibles aux personnes à mobilité réduite, même pour les aveugles. Nous avons fait des formations sur le langage des signes et la lecture du braille. Et c'est intéressant parce que dans cette partie du monde, ce n'était pas connu. Nous avons pédalé dans ce secteur. Et nous avons travaillé également avec d'autres organisations, comme Salah l'a mentionné, l'Institut africain, et avec l'exposition. Et ceci a mentionné un regard intéressant dans d'autres types, d'autres façons de représentation. Et ensuite, vous avez la collection Bagile que nous accueillons depuis un moment, et ils ont également développer leur exposition, démontrant un équilibre des sexes 50-50, un équilibre homme-femme. Et donc, quand je dis qu'une partie de moi est nerveuse, c'est que j'ai l'impression que ce n'est jamais assez. Le public peut toujours dire: ah, mais vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça, et qu'en pensez-vous de ça? Mais j'ai l'impression que nous essayons vraiment de faire de notre mieux dans tous les secteurs possibles. Et je pense que c'est toujours une situation difficile quand on cherche à prioriser le long terme ou quelles sont les choses à court terme que l'on peut faire pour vraiment faire une différence. Ce n'est pas aussi facile que ça a l'air. Ce n'est pas une checklist, une directive. C'est un processus à long terme. C'est pas quelque chose que je peux faire en disant: ah, j'ai diversifié le tableau, le programme, j'ai différents conservateurs et tout va bien. Non, c'est bien plus profond que ça, c'est bien plus complexe que ça. Et encore une fois, c'est la base géographique est importante. Il y a dans notre secteur différents secteurs d'inclusivité qui nécessitent d'être observés. C'est très spécifique à là où nous nous trouvons, quelle est à notre communauté et comment nous espérons de pouvoir créer ce changement petit à petit. Je voulais juste vous poser des questions et vous allez voir. Vous êtes très optimiste sur les changements qui doivent être faits, mais en même temps, beaucoup d'institutions et des collections qui sont dans les institutions ne sont pas diversifiées, mais qui reflètent en fait un différent âge ou une ère différente où ils ont été recueillis. Comment est-ce qu'on peut créer des expositions intéressantes et les interpréter d'une autre façon? Quelles sont les solutions que vous prévoyez, ça là? Pour moi, en fait, et provenant de mon expérience en tant qu'académicien et curateur, en ce qui concerne les discussions récentes, et pour répondre aux questions, il a été évoqué, en fait, on a évoqué le sujet de la population noire, des latinos, des américains, mais je peux pas ne pas être d'accord parce que des réponses telles que nous avons entendu à, par exemple, Black Lives Matter, moi je dirais que c'est pas seulement la vie des Noirs, mais la vie de toute la population, toute l'humanité. Et il y a certainement des hiérarchies, surtout dans le contexte des États-Unis. Mais en fait, la question qu'il faut résoudre maintenant, à l'exception du contexte médical, donc les contextes sont beaucoup plus liés à ça. Mais une des plus grands accomplissements de Black Lives Matter, c'est cette problématique de l'humanité. Il faut faire attention au contexte, certainement. Pour moi, si je voudrais répondre à votre question directement, le défi est au niveau pragmatique et idéologique parce que les musées ne sont pas liés aux événements récents, mais par contre, ils se sont sentis comme dénudés devant les problèmes. Qu'est-ce que ceci a en réponse aux protestations et en examinant l'histoire des collections, mais aussi si on le prend dans le contexte, une chose que vous allez trouver, et pour la majorité des femmes, qui sont
au centre, au cœur de cette problématique. Je ne dirais pas qu'il y a cette problématique de différence entre femmes et hommes, mais en fait, ils sont gérés par des femmes complètement capables et qui sont conscientes des solutions. Donc, si les défis qui naissent sont plus spécifiques aux endroits comme la Fondation Shadia, la Païrienne, qui sont déjà mondiaux depuis le début, les défis aujourd'hui autour de certaines institutions qui existent. J'espère, j'ai beaucoup d'espoir parce que je sens que, en fait, le récit a changé et on passe vers un art beaucoup plus mondial. Et je crois que ceci va certainement aider à créer une nouvelle génération, je la vois de toute façon, même si les musées maintenant cherchent à recruter des personnes de la race noire, mais aussi on lutte à des problèmes comme la colonialité, des endroits comme aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, qui sont encore dans des États coloniaux. Les défis sont sur les objets. Quand j'ai visité dans les années 90, j'ai vu pour la première fois des choses anciennes qui existaient déjà depuis le début de l'humanité. Mais elle a été suppressée parce que par tout type de colonialisme, parce que il repose sur les fantaisies de nos terres parraines. Et donc, ceci va dans ce sens. Et pour moi, le plus grand défi, c'est défier les paradigmes. Les musées doivent prendre ces problématiques beaucoup plus au sérieux et j'aurais bien espéré avoir le temps parce que c'est le plus grand défi mondial pour les musées de l'Occident. Donc, est-ce qu'il y a ces pièces qui ont été commissionnées et qui ont des limitations, des charges, des limitations des charges, et les rapports qui ont eu leur certaines connotations parce qu'il y a des rapports, il n'y a pas une négociation qui a eu lieu entre les différentes institutions. David Adjit a déjà publié la conception d'un musée qui va être construit au Nigeria. L'idée, c'est de préparer ce musée parce que une des plus grandes problématiques des musées de l'Occident, c'est de ne pas accueillir assez de collections du monde arabe. Maintenant, il y a une certaine prise de conscience dans la livraison et il y a certains défis et on est en train de paver le chemin. Donc, le problème des musées de l'Occident, c'est leur histoire coloniale. Et ce n'est pas les institutions, mais c'est la réparation. Ne faites pas des excuses. Au moins, faites un plan martial et aidez ces musées à sortir, comme vous avez fait, comme il a été fait après la Deuxième Guerre mondiale. Vos réponses et vos sujets sont très provocants, surtout autour de la mondialisation, du fondamentalisme et des prises de décision. Et quelles sont, Amassoir, quelle est votre perspective pour l'Inde et comment est-ce que les musées vont changer pour engager une audience beaucoup plus diversifiée, peut-être des jeunes, peut-être des villageois. Quelles sont vos perspectives sur les musées qui sont beaucoup plus étroits à cet égard? Je voulais juste ajouter à ce qu'il a été dit. Donc, il a parlé d'un certain changement et quand j'ai parlé de l'analogie de l'Afrique du Sud, on a parlé de l'inclusion, mais il faut qu'on tous soient inclusifs. C'est ce que Manal a dit de toute façon. Donc, ces questions fondamentales n'ont pas été répondues parce que 90%
des musées sont des musées personnels et comme Kevin vient de dire, les gens qui ont perdu leur travail, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Qu'est-ce qu'on va faire du tourisme qui est directement associé au musée? Donc, cette épidémie a mis en exergue cette inégalité, les gens qui étaient mal payés ou les gens qui n'avaient pas des emplois, qui n'avaient pas d'emploi. Donc, et alors, j'essaie de mettre ceci dans une terminologie correctement politiquement correcte. C'est comment ces associations de l'art américain qui a été lancé à Baltimore et où une artiste qui a dit typiquement ce qui s'est passé depuis que le directeur est venu. Il écoutait ce que les gens avaient à dire, mais l'année prochaine, il va présenter les papiers et sans jamais rien faire. Donc, ce genre de coopération ou de choses qui ont duré depuis plusieurs décennies, on la voit à travers le monde entier. Donc, il faut vraiment commencer à transformer cela et ceci va certainement prendre beaucoup d'années de négociations concernant les musées internationaux. C'est un document où tous les pays doivent contribuer. Ils ont signé, en fait, ils ont contribué, mais on n'a rien fait dessus. Il y a aussi quelque chose d'autre. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont échoué. Ils ne veulent pas reconnaître que ça prend une certaine vulnérabilité, une certaine force afin qu'une institution puisse changer ce qui a été fait ou les erreurs, ou reconnaître même les personnes fautives ou qui étaient à l'échelle de l'hiérarchie. Donc, ce qui a eu lieu, en fait, c'est que plusieurs personnes étaient mal payées et travaillaient comme du personnel temporaire ou juste qui faisait les ménages. Donc, ils ont perdu leur boulot ou leur emploi. Ils sont partis dans leur village. Et c'est là où on doit voir la résilience. La question qui se pose maintenant, c'est que je peux dire certainement que pour la majorité des gens que je connais à Mumbai qui travaillent dans des musées, ils me disent souvent, je n'ai personne pour nettoyer la maison ou pour faire la cuisine. Ce sont les curateurs et les directeurs de musées et ce sont leurs problèmes. Donc, fondamentalement, il faut se poser la question, dans quelle voie allons-nous? Quelle situation de crise faut-il faire face? Et remettre en question, faire quelque chose. Et j'aimerais terminer par une citation d'Aaron de Terroy qui disait, et qui referait à toutes les inégalités que nous venons d'adresser, et elle a dit que l'épidémie est un portail, on peut soit passer dessus en prenant tous nos legs et toutes nos pratiques, ou bien on peut le fermer et, comme l'a dit Salah, est-ce que les musées ont une certaine capacité? Je crois que tous les musées n'ont pas la capacité de changer. C'est le plus grand défi. Il ne faut pas examiner seulement les musées qui sont une collection d'artefacts, mais des institutions qui existent dans le contexte, dans ce même contexte. Laurent Descales, vous devez partir, mais comme quelqu'un qui s'occupe d'une institution tellement grande et qui a une telle influence en France, comment vous allez répondre aux défis que Salah et Malal ont soulevé. Nous sommes des institutions publiques, nous appartenons à la nation, aux États, au peuple français. Donc, nous ne sommes pas une institution privée. Et notre mission, c'est de partager
de rendre les choses accessibles et de les partager. Je suis désolée, je suis l'approche française, mais c'était l'essence de la Révolution française qui devait transformer les choses royales à la nation, au peuple, à la population française. C'est la réalité, c'est l'esprit français, c'est au sens, à l'essence ou au cœur de notre mission. Et j'ai passé un examen pour devenir curatrice. C'est quelque chose de très sérieux en France. Donc, et beaucoup de mon personnel sont des serveurs publics parce qu'en France, on croit toujours que ceci est excellent pour le bénéfice de tous et ça fait partie de notre système éducatif de toute façon. Et donc, en parlant de cette question et des filles, surtout en France, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue l'essence de notre mission et devenir impertinent. On n'est pas une institution touristique. Je suis touriste de temps en temps, oui, je n'ai pas de problème avec ça, certainement, mais il faut dire que nous avons une mission beaucoup plus importante, le partage, l'éducation, ouvrir les horizons et les yeux vers l'art. C'est une mission particulièrement noble et c'est exactement ce que nous devons et nous continuons à faire. Et pour reprendre un peu ce qui a financé cette institution dans un premier temps, c'est la générosité et quelque chose lié de près à l'éducation que nous avions en tête. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, il ne s'agissait pas de cette ouverture d'esprit, mais c'est la générosité de ces esprits de donner cette richesse culturelle au public en France. Mais en même temps, en fait, un contexte dans un timing particulièrement important dans lequel France a passé à des différentes hiérarchies entre les différentes races. Comment je suis désolée. Je parle du 18e siècle, mais il faut dire qu'après, les choses sont passées de l'intérêt privé à l'intérêt public. C'est quelque chose pour nous qui est à la base de toutes nos institutions. Certainement, vous avez raison quand vous parlez du 19e siècle, mais il ne faut pas perdre cette idée en tête. Autrement, il n'y a aucun point de créer, Pourquoi créer des musées? C'est une création artificielle. C'est quelque chose qui déjà habite dans l'esprit. Ça a pris des centenaires pour que l'Europe puisse créer quelque chose qui soit public et qui raconte une certaine histoire, un certain récit historique plus ouvert, plus diversifié. Mais vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un musée? C'est une collection de certains endroits, de certaines parties. Vous ne pouvez pas changer cela. Vous pouvez changer la façon de présenter ce récit, mais la beauté réside dans l'artificialité, si vous voulez, le fait que c'est un peu artificiel. C'est un peu paradoxal, complexe, parce que nous avons tous dans nos musées, et là, pour le 19e siècle, tout le travail qui a été présenté a été créé pour les musées. Je me rends compte Je réalise, Laurence, pourquoi d'où vous tu dites cela. viens, J'adore ce que mais vous puis-je dites, mais dire je voudrais aussi dire que il y a ça vient également de la dynamique d'un pays. La dynamique peut changer, donc c'est vraiment pertinent d'utiliser le travail qui est fait. Nos musées ne sont assez dynamiques et vous avez absolument raison. Mais la mission doit être bien définie et si elle est pertinente, il faut qu'elle reflète la société. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, je suis d'accord avec vous et précisément, c'est ce à quoi nous travaillons, mais au quotidien.
nos programmes, notre programmation, nos dispositions. Il faut que vous reveniez à Orsay, vous verrez. Alors, Émilie, je vais vous donner la parole, Manal, mais pour revenir, prof, alors, j'ai décidé de décoloniser mon programme et particulièrement, on parle beaucoup de race et d'inégalité. Et il nous faut que nous nous souvenions que cette discussion soit... Mais peut-être, Manal, vous vouliez réagir. Je voulais faire quelques observations parce que je comprends que c'est frustrant pour les gens d'une audience, les gens comme nous qui parlions de la manière dont nous écoutons, dont nous réagissons à nos publics. Mais comment est-ce qu'on écoute? C'est le problème qui est lié à cela, que Salah soulignait. Vous êtes une institution. Votre façon d'écouter, c'est d'écouter les critiques d'art ou ce que votre comité de direction vous dit. Mais ces deux-là, ces deux volets, sont très spécifiques en termes de démographie. Vous n'écoutez pas vraiment au public réel, aux groupes marginalisés, par exemple. Comment est-ce que vous interagissez avec ces gens-là? Est-ce que cette transition vers le cœur de métier du musée qui doit changer? Parce que, bien sûr, on peut toujours ajouter des gens plus multi-ethniques ici ou là, ou alors se dire qu'on va faire une expo sur la Chine et qu'on la mettra en exergue, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle vraiment, et fondamentalement, ce que nous voulons dire, c'est déraciner sur ce quoi nos institutions sont basées. Et écoutez qui? Et je parle pour moi-même, mon organisation, quand on pense à nos programmations ou même le marketing, nos stratégies marketing, je vais demander aux dames, aux femmes qui parlent avec moi, ce sont que des femmes en fait dans mon cas, qui a eu cette idée? Et elles se disent: «Ah oui, mais c'est nous et on est tous d'accord sur cela». Mais je leur dis: «Mais vous pensez pas que vous devriez demander, consulter d'autres personnes, des personnes qui n'ont pas votre éducation par exemple, ou d'autres, ou des hommes par exemple. Vraiment, tout ça est lié avec votre histoire, votre propre histoire, d'où vous venez. On parle pourquoi ne pas consulter d'autres personnes qui parlent d'autres langues, qui ont d'autres expériences de vie? Exposez cela aux autres, que ce soit à l'intérieur de votre organisation ou à l'extérieur. Ayez une perspective multilatérale de manière à ce que les choses changent de manière réelle. Il n'y a pas de réponse toute faite à cela. Mais vraiment, c'est la manière qui est très enracinée dans votre mode de pensée. Et c'est vraiment une transmutation qui doit se produire. C'est comme un objet qui va changer complètement en fonction de votre angle de vision ou même de votre chronologie, de la chronologie de votre regard. Donc, on fait des choses également par l'écoute. Émilie, c'est fascinant ce que vous dites, mais comment est-ce que vous faites pour revenir à ce que Salah disait? Et ça revient à l'idée de pouvoir, de contrôle. Comment est-ce qu'on vous entend? Et si vous voulez peut-être participer, vous, public, essayez de nous mettre un Y en majuscule après votre commentaire. Mais je vais peut-être revenir à vous, Kewin. Je sais que vous vouliez réagir à ce que Manal disait, c'est-à-dire écouter différentes voix, un éventail très vaste de différentes opinions. Je pense que pour vous, c'est important. Oui, oui, Émilie. Je dois dire à quel point je suis ravie de ce débat très, très vivant que nous avons. Je dois faire, et quand peut-être, et revenir à ce que Manal a fait observer, beaucoup d'entre vous, certainement, de vos galeries, ma galerie par exemple, ont été critiquées parce que nous devions accueillir
une exposition, une rétrospective sur Philip Goswin, extrêmement important, un artiste qui mérite une rétrospective. Et le défi que nous avons eu, les obstacles avec Goswin, c'est qu'il était juif, extrêmement opposé au KKK. Et dans les années 60, il a utilisé des images du KKK. Donc, il a amené les gens à regarder leur diable intérieur. Et cela correspond beaucoup à ce que l'on appelle l'antiracisme aujourd'hui. Et il est d'une autre époque. Et la Galerie nationale a décidé que nous n'étions pas prêts à montrer son œuvre et qu'il fallait que nous prenions le temps d'écouter notre communauté, notre société. Et également, nous avons été très, très, très critiqués parce que nous n'écoutions pas nos propres gardiens. Toute notre équipe curatoriale est blanche et comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, tous nos gardiens sont noirs. Et vous les imaginez dans des salles où ils doivent contempler, si l'on peut dire, des images du Ku Klux Klan toute la journée, c'est trop difficile. Donc le débat a été ouvert. On ne peut pas avoir des conversations si difficiles par Zoom. Il faut être vraiment avec les gens dans une même salle, les écouter leur vécu et on ne peut pas faire ça pendant la pandémie. Et c'est pour ça que nous avons décidé de mettre une pause à cette exposition. Toutefois, c'est très intéressant que les critiques d'art ont été très offensés par cette décision. Et également qu'une femme prenne cette décision de ralentir un peu le processus. Et on connaît le point de création puisque nous avons des bonnes intentions vis-à-vis de cela. Et on veut faire bouger les choses, changer la société, mais on ne peut pas décider que des Américains du 21e siècle, surtout des Afro-Américains, avec une expérience particulière, celle de vivre en tant que Noirs aux États-Unis, ont leur propre approche des œuvres, ils les ressentent d'une certaine façon et leur propre vécu a une importance. Au-delà de l'expertise artistique, ce qu'on n'a pas arrêté de me répéter, et spécialement par les hommes blancs, vous devez parler aux gens. Et ma réponse est que il faut également que l'expertise vient de leur propre vécu. On ne peut pas avoir uniquement une expertise de haut niveau, celle des experts de l'art. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment une combinaison des expériences vécues, des expertises des experts, une expertise ou un vécu également des publics, la dignité des gens et des personnes auxquelles on s'adresse. Comment est-ce que vous parvenez à cet équilibre entre l'expertise, la profonde connaissance de votre métier de conservatrice, de manière à ce que ce ne soit pas simplement remplaçable? Qu'est-ce que vous en pensez, Adriano? Je pense que Salah veut intervenir. Merci, Manal. Pour revenir à ce que Manal disait, peut-être revenir au contexte français. J'ai été un peu intriguée par la réponse de Laurence en ce qui concerne les musées qui ont une mission bien spécifique, un ordre du jour bien particulier. La question que j'ai est, c'est super d'avoir vraiment des modèles particuliers, des expos particulières, mais le défi auquel Manal, par exemple, est confronté, alors, comment est-ce que vous pensez aux Sénégalais, aux Algériens, aux Français, aux musulmans d'Afrique de l'Ouest? Comment est-ce que vous intégrez tout ce monde-là? Les Français, dans le contexte
de son engagement particulier dans le commerce triangulaire, a également intégré un modèle d'égalité-liberté. Alors pour moi, comment on peut vraiment s'adresser à des minorités qui sont vraiment les plus pauvres des minorités? Comment est-ce qu'on peut les faire intégrer, par exemple, ou même visiter le musée d'Orsay, disons? Bien. L'une des réponses que j'ai à vous faire, ce n'est pas la seule, mais l'une d'entre elles est qu'il faut travailler avec notre système éducatif national. Nous avons des engagements, nombreux engagements avec les avec différents types de classes, de niveaux de classe, bien sûr, nos programmes scolaires. La collection d'Orsay est très liée à l'histoire de la République française, le 19e siècle, bien sûr, mais cette histoire du 19e siècle. Mais nous avons une grande portée et nous essayons d'atteindre également les banlieues de Paris, où nous essayons de développer des partenariats avec des associations qui sont très impliquées sur le terrain. Et nous sommes très présents et c'est vrai que ça fait partie de notre renommée. Ce n'est pas la réponse unique, bien sûr, mais c'est un début de piste parce que c'est il faut surtout créer un terrain d'entente dans une société, dans une histoire très fragmentée. Bien sûr, l'histoire de la France coloniale, comment est-ce que vous pouvez recréer une communauté et la faire se pencher sur une histoire qui a été terrible d'un côté, mais également voir ce qu'une collection d'art peut apporter. C'est quelque chose d'unique. L'expression artistique, il y a des artistes de grande renommée et des œuvres, des chefs-d'œuvre. Comment est-ce que l'art, à un moment donné, peut rassembler les gens et voir comment nous pouvons définir ce terrain commun, partager? C'est vraiment quelque chose qui est simplement beau, simplement important et qui vaut la peine d'être partagé. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est toujours pertinent avec notre histoire commune. Il est indéniable que c'est difficile. C'est pour ça que j'aimerais souligner que l'éducation dans les années à venir, nous envisageons de créer un centre éducatif. C'est la première fois qu'un musée public en France veut consacrer du temps et des moyens à un centre comme ça au niveau éducatif. Donc, je suis convaincue que l'une des clés de réponse, c'est l'éducation. Bien sûr, c'est très intéressant que l'éducation peut être une solution et une solution qui réunisse les gens. Et comment est-ce que vous pensez que l'art peut mettre tout cela en pratique? C'est difficile, Laurent, c'est difficile. Vous disiez que ce n'est pas évident de trouver des pratiques. Et comment est-ce qu'on peut rendre tout cela réel? Laurence, n'oubliez pas, si vous devez partir, ne vous gênez pas. Oui, j'ai un rendez-vous au ministère de la Culture et c'est capital puisque nous allons parler de notre réouverture et c'est vraiment pour nous une priorité de haut niveau. Merci, c'était génial de pouvoir parler et échanger avec vous. Au revoir. Bonne chance. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de nous pencher sur des moyens pratiques pour que l'art devienne je dois revenir sur l'Australie dans les années 90, lorsque les musées parlaient d'éducation, des immigrants. Pour nous, c'était faire un micro-racisme, parce que c'était recréer tout cela, nous civiliser avec l'éducation. Ce que nous avons plutôt décidé,
c'est d'avoir des approches participatives. Nous avons voulu participer au changement, être des éléments qui puissent changer les choses. Nous voulons faire partie du comité de finissement. Et donc, nous avons pu, parce que ça faisait sens au niveau politique également. On ne peut rien faire en Australie sans les immigrants. Donc, c'est politique. C'est une question de contrôle, de pouvoir, des autorités culturelles également. Mais l'éducation, c'est sûr que c'est important, mais je ne suis pas dans une mission civilisatrice par l'éducation. Quand on parle si l'on veut que tout le monde soit éduqué au niveau artistique, les immigrants, les autochtones, pour moi, c'est une autre forme de racisme. Manal, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, l'éducation doit être, l'apprentissage doit faire à deux rôles à jouer. D'abord, souligner. D'abord, pour les musées, il faut qu'ils soient engagés dans la recherche universitaire. C'est ce que Laurence a mentionné, mais c'est comment est-ce que vous utilisez une collection tout pour approfondir le matériel dont vous disposez et le permettre d'avoir du sens pour d'autres. C'est une partie de l'éducation qui, pour moi, est très importante et qui peut agir sur l'inclusion de manière à ce que les gens puissent étudier et élargir leurs connaissances. Mais également, l'apprentissage, c'est également apporter nos objets vers des groupes marginalisés, ce que nous avons commencé à faire avec 2 programmes. Nous travaillons avec des détenus. Nous avons, durant 2 ans déjà, au cours de ces 2 dernières années, nous avons fait des ateliers sur le terrain. Nous avons créé aussi une exposition en les murs. Nous avons d'autres programmes avec des familles. Un autre programme avec les familles dans l'espoir de avec leur famille. En fait, l'idée, c'est plutôt de les réhabiliter dans un sens, mais surtout leur donner la chance de comprendre qui ils sont, dans quel contexte ils vivent, et leur donner également l'occasion de toucher à l'art d'une autre façon. Un autre programme s'est attaché aux écoles qui n'avaient pas accès dans des milieux marginalisés ou ruraux, mais pour qu'ils puissent avoir leurs propres perspectives. Et pour nous, c'est très important quand on a un jeune de 14 ans qui n'est jamais allé à un musée, qui vous dit « je ne connais pas ce que c'est que le cubisme, etc. » Mais ce n'est pas que nous voulons leur enseigner cela en particulier, mais pour moi, c'est plutôt leur donner un mode de pensée critique, de développer leur créativité, de leur donner une avidité de connaissances, une soif de connaissances. Et pour moi, franchement, ce n'est pas avoir une bonne expérience muséale, c'est apprendre à bouger, c'est vous déranger un peu dans vos convictions, vous forcer à réfléchir. Et pour moi, c'est ce à quoi de bons musées peuvent être utiles. Je peux faire une observation très rapide. Je pense que les gens parlent beaucoup de porter, d'atteindre des publics, mais ils ne parlent pas du tout de la pensée interne parce que ce serait quelque chose de bidirectionnel. Pourquoi est-ce que j'ai appris cela? Pourquoi, par exemple, les femmes qui travaillent dans des musées, il y a une femme exceptionnelle, Jasmine Khan, qui travaille à la British Library. Elle faisait un plaidoyer par rapport à cet apport vers l'intérieur. Je suis désolée de vous interrompre là, Marésoir, mais notre temps diminue comme peau de chagrin et il faut que je que je vous donne quelques questions, Je crois que, voilà, quelqu'un vient d'arriver, peut-être Maria,
On va peut-être vous entendre uniquement. Votre perspective en tant qu'artiste m'intéresse par rapport à notre débat. Est-ce que nous, pourrions-nous, s'il vous plaît, écouter ce que Maria a dit? Ah, voilà. Maria Véronica. Ah, est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît? C'est votre perspective qui m'intéresse. En tant qu'artiste, nous avons parlé de l'éducation, plutôt qu'une portée plutôt vers l'extérieur, d'avoir une portée vers l'intérieur, une manière de rendre les musées plus inclusifs, plus intéressants et de faire parler leur collection de manière différente. Alors, il faut que je me rappelle, je viens d'Amérique du Sud, il faut que je me souvienne d'anciens chapitres de ma vie, mais j'ai toujours lutté. Je ne peux pas me plaindre, mais je crois que dans ces temps compliqués, il nous faut faire tomber les barrières en tant qu'institution. Aujourd'hui, nous sommes en pleine dissolution des structures et parler d'inclusion, il faut que nous la il nous faut penser au sens organique de la vie dans notre pratique artistique. Nous avons des jours, des journées merveilleuses, parlant des collections des musées, et on a comme une sorte de nostalgie par rapport à ce que nous étions avant. Je propose autre chose. Je propose plutôt des actions plus actives, apporter la vie dans les musées. Hier, j'ai proposé pourquoi est-ce que nos communautés locales, nous ne pourrions pas inclure des différentes volets de nos sociétés de manière à voir les pratiques. Des pratiques, pas seulement de créer des grands formats, mais également proposer des explosions d'énergie, passer à une autre étape, à une autre phase, faire quelque chose de nouveau. Je respecte énormément j'ai beaucoup de respect pour le dialogue numérique, mais en même temps, je ne voudrais pas que nous nous dissolvions dans la miniaturisation de nos voix et de nos visages et de nos âmes. Nos âmes doivent s'extérioriser, elles doivent résonner, elles doivent avec les forces naturelles. Je pense que dans tous les pays où nous sommes, nous avons des cultures différentes, bien sûr, et il faut que nous soyons inclus, pas que nous faisions partie d'une collection ou d'un musée, mais plutôt il faut vraiment poser nos intérêts personnels, les oublier un peu. Et passons à un chapitre, au chapitre suivant, pour penser nos plaies, avoir des transformations bénéfiques, prendre des mesures radicales, révolutionnaires, c'est ce que je dis rapidement. Vraiment, notre guérison, elle se trouve dans l'unification. Oublier nos titres et joindre nos forces et devenir universaux. Pas seulement dans le numérique. Il faut qu'on ait le courage de créer de l'art dans des espaces multiples, quel que soit le matériel. Vraiment faire une transmutation des choses, une vraie transformation pour les gens qui ne sont pas forcément dans la communauté artistique. Et créer peut-être une seule œuvre d'art que nous détruirions à la fin de la journée. Merci beaucoup pour votre contribution si énergique. Cet art qui prend possession des musées, des publics, des espaces. Et vous avez parlé avec tellement de passion, d'empathie et d'énergie. Alors, j'aimerais peut-être faire réagir Kay-Win. C'est vrai que à Minneapolis, vous avez eu des œuvres particulièrement empathiques. Alors, je me demande quel est le rôle de l'empathie à cette période de transition cruciale.
Merci. C'est quelque chose, parler d'empathie, c'est quelque chose qui me touche toujours, hein. Les scientifiques de sciences humaines prouvent que certains naissent avec davantage d'empathie que d'autres. La manière dont nous pouvons exécuter nos pratiques muséales et donc avoir de l'empathie et générer de l'empathie avec nos audiences, ce processus d'étudier ce qui se passe dans une galerie, que ce soit l'interprétation, à travers l'interprétation, comment nous pouvons tourner le cadran et, et considérer également que l'art est un véhicule idoine pour une meilleure compréhension des autres, hein. Même le concept lui-même, le concept occidental de l'empathie, de la fin du 19e siècle, du 19e siècle, est carrément né de l'art lui-même. Une meilleure compréhension des personnes, donc je crois que c'est un moment dans lequel nous devons avoir davantage d'empathie pour nos visiteurs, ceux qui passent le seuil de nos musées, des artistes qui créent les œuvres également, et d'avoir des stratégies très délibérées, très volontaires pour générer de l'empathie. Il y a une étude qui a été faite depuis les années 70 et qui prouve que les Américains ont perdu de l'empathie. On le ressent, mais cela a pu être prouvé chez les étudiants américains et on a pu constater ce déclin de l'empathie. Et si on reste sur les terres américaines, on voit une telle, euh, euh, un tel fossé interne. Et quand on parle de manière abstraite, de se réunir, de tendre la main vers l'autre, je pense que les musées ont un rôle crucial à jouer dans cela. Et ça, c'est absolument fascinant. Et Adriano, je voulais justement vous demander, au Brésil, d'une certaine façon, votre société, justement, écho cela des États-Unis. Vous avez vraiment une société divisée. Vous avez un leader controversé parmi tous les Brésiliens. Et je voudrais voir comment vous utilisez l'art dans vos musées pour rassembler les gens, pour créer cette empathie, cette compréhension et au début de cette ouverture pour vous faire entendre par ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord. Plutôt que de signaler votre positionnement qui est tellement mieux que les autres. Effectivement, vous savez, aux États-Unis, on a aussi un État très controversé, mais aux États-Unis, c'est particulièrement divisé entre deux partis et nous avons des dizaines de partis qui sont divisés. Mais je dirais que nous sommes un musée privé. Nous avons une gamme de constituences d'environ 80 personnes au conseil. Nous tentons d'être, comme le fait la Galerie nationale, de ne pas avoir d'approche partisane. À cause de cette gamme d'audience que nous avons aussi, mais nous avons, comme je l'ai dit dans ma mission, nous avons cette définition du musée qui est très diverse, inclusive et plurielle et qui nous offre, donne le mandat de développer divers programmes de diverses forces. Donc, nous avons organisé des programmes annuels sur justement la sexualité, mais aussi sur l'histoire féministe, l'histoire des femmes, des histoires afro-atlantiques. Là, on envisage d'organiser une exposition sur l'histoire des indigènes et cela fait part de notre mandat. Et donc, nous observons également la possibilité de développer, d'avoir la diversité, pas seulement dans le programme, mais aussi dans l'équipe de fonctionnalité. Mais justement, vous parlez de ramener de travail, des juxtapositions de tous ces travaux, mais comment les utilisez-vous pour créer cette empathie
sur toutes les plateformes pour qu'on ne se sente pas aliéné par toutes ces positions, pour qu'elles puissent être comprises. Que faites-vous? Quelles sont les solutions? Je pense sincèrement que un secteur d'importance, enfin qui est devenu très important pour nous-mêmes durant la pandémie, c'est le secteur de la communication. Nous avons fait venir un conservateur assistant qui fait partie de l'éducation du musée, qui d'ailleurs supervise le département des réseaux sociaux. Nous avons parlé d'écouter différentes voix et c'est beau de voir que nous avons ici dans le panel des voix d'autorité et pense que la diversité et la pluralité veut aussi dire la polyphonie. C'est important d'avoir plusieurs voix qui s'engagent dans ce sens-là. Constamment, nous écoutons et nous lisons des commentaires qui arrivent dans les réseaux sociaux. Nous avons un groupe de conservateurs en chef, curateurs dans l'équipe qui justement vérifie ces citations et ces commentaires qui adviennent. Je pense également qu'avec cette diversité de la collection, par exemple, la présence large d'artistes noirs et de représentations noires, nous voyons beaucoup de commentaires, même dans les réseaux sociaux, de comment les gens viennent dans les musées aujourd'hui et dans ce musée qui est reconnu comme un musée d'art européen, représenté par des personnages blancs, et là aujourd'hui sont représentés dans différents travaux et différents types d'art. Et c'est grâce à cette réponse et cette interaction sur les réseaux sociaux qu'on peut le constater. Maintenant, je vais donner ces derniers mots pour vous, pour savoir ce que vous ressentez. J'apprécie véritablement l'honnêteté de chacun des participants. Je trouve que ça a été une conversation particulièrement honnête, mais j'aimerais, Manal, que vous me disiez qu'en pensez-vous de cette transparence, de cette honnêteté, de cette transparence? Et dites-moi ce que vous pouvez faire de votre côté pour faire venir les gens dans cet espace. Premièrement, c'est un fardeau de me demander, s'il me plaît, de me demander d'être la dernière personne à parler. Mais justement, j'avais l'esprit vif quand Adriano parlait parce que je pensais au cœur de l'inclusion et nous avons parlé justement de la présence numérique et des opportunités, etc., qui sont disponibles, mais des choses clés que nous allons rater ou que nous allons manquer, je suis sûre que Kellen serait d'accord avec moi, c'est que cette empathie sera perdue si elle n'est pas faite dans un espace physique avec des personnes vivantes. Parce que vous pouvez avoir un excellent contenu et un programme extraordinaire, mais si vous êtes en ligne, vous n'aurez pas la possibilité de déballer ces choses. C'est ce que vous pouvez faire dans un musée et que des gens vous aident à faire. L'empathie se perd car il est tellement plus facile de regarder une image, de voir l'information où ça a été fait, le titre, ou de lire une légende, mais que pouvez-vous faire de plus? Et c'est là que l'essence du musée joue un rôle, un très grand rôle dans l'engagement et dans la conversation, dans le dialogue avec le public. Nous pouvons perdre beaucoup. Et à mon avis, c'est ce qui est le plus important, surtout dans les programmes inclusifs. Mais cela dit, nous revenons donc à l'idée des musées et comment ils se perçoivent en termes de neutralité, à vouloir représenter quelque chose de valorisant. Et donc, comment faire cette différence? Actuellement, je travaille justement sur comment je peux être plus audacieuse, développer des idées, comment, en tant qu'institution publique, je peux certes m'inquiéter parce que je représente le gouvernement ou je représente une entité où je ne peux pas dire certaines choses d'une certaine façon, mais au milieu de tout ça, il y a une marge entre ça et ça. Et on est capable aujourd'hui de créer ce changement. Regardez, moi, j'ai commencé à écrire des réflexions sur comment j'envisageais mon rôle ou comment j'envisageais d'autres rôles qui n'existeraient pas si la situation ne s'y prêtait pas. Je pousse mon équipe à réfléchir et à prendre conscience de la situation et non pas bah, c'est comme ça que les choses doivent être faites et donc j'applique. Non, au contraire, c'est qu'on réfléchit aux choses autrement. Et je leur demande
prenez la chose dans un autre sens, réfléchissez différemment. Est-ce que vous envisageriez autrement pour faire telle et telle tâche, réfléchir à telle et telle chose? Je pense au contexte des intervenants. Je leur demande de faire appel peut-être à des gens atypiques, à ces voix qu'on inclut, que ce sont des individus, des personnes qui peuvent transmettre des messages au public. Il y a des choses que vous pouvez faire qui peuvent faire partie de l'action de tous les jours et qui peuvent faire partie de ce changement politique ou c'est un nouveau rôle pour les musées. C'est extraordinaire d'entendre ça parce que c'est des personnes que nous avons ici dans le monde virtuel et cette audience qui nous arrive des 65 pays, c'est que si tout le monde était plus audacieux dans cet espace à vouloir créer ce changement et à le nourrir, penser aux possibilités. Je voulais juste résumer 2-3 pensées que j'écrivais sur mon petit calepin des panélistes et de l'audience d'une certaine façon, et je voulais justement parler de l'importance des enfants dans le futur. Et Amarashwar nous disait justement la représentation des villages et de ces voix que l'on n'entend pas. Et il nous parlait de cette invisibilité. Adriano, quand vous nous avez parlé de ce poster à faire venir de l'extérieur dans le musée ou le musée de l'intérieur vers l'extérieur, ou même vous nous avez parlé même d'artistes réfugiés, ces travaux qui sont subversifs, qui sont malins, et la ligne fine entre l'inclusion et l'exclusion. Vous nous avez tous parlé de ces moments uniques que nous avons, où quand les choses s'accélèrent et les opportunités de cet instant sont saisies. Et malheureusement, ce que cette pandémie nous a apporté, avec toute cette souffrance à une partie de cette communauté. Manuel, j'ai aimé ce que vous avez dit. Vous avez parlé de cette pandémie qui nous a réveillés. Et nous avons beaucoup parlé de Laurent d'ailleurs, qui disait qu'on écoutait à l'audience et comment nous écoutons l'audience, comment nous écoutons aux gardiens de sécurité, ceux qui ne sont pas forcément dans les musées, mais qui ont besoin d'être dans ce musée. Et enfin, Laurent a parlé du fait que nous avons des mains d'or et comment nous avons ce travail extraordinaire, ces travaux, ces œuvres d'art et comment nous allons faire de sorte que les gens pensent différemment, les différentes interprétations. Et Adriano a parlé de défier les récits, de juxtaposition. Emmanuel, vous avez parlé de la force de changement des institutions et des individus, les Abarashwa, des travailleurs qui repartaient dans leur village et qui n'étaient jamais plus dans les musées ou qui servaient ceux qui travaillaient dans les musées. Comment les faisons-nous revenir dans la conversation? Et quelqu'un a parlé d'ouvrir les yeux et les cœurs. Et enfin, Manuel, vous avez soulevé la question qui est intéressante pour l'audience. Vous avez parlé des défis et comment nous activons. Et Salah, vous avez parlé de nombreux défis. D'ailleurs, vous nous avez posé des cols pour nous ici et à l'audience qui est là, en posant les questions fondamentales de la puissance des collections occidentales ou de l'occidentalisation des expositions. Et merci infiniment, Kate Wynne, de nous avoir donné cet exemple concret de Philippe Augustin qui nous a effectivement démontré que cet art avait été créé avec les meilleures intentions, mais aussi en observant comment nous observons et regardons et traduisons, interprétons un travail, une œuvre d'art dans des dizaines d'années. J'espère que nous pourrons rassembler cette diversité des individus dans une même pièce, nous permettant de prendre des décisions que vous tous, en tant que conservateurs et directeurs de musées, ont besoin de faire. Et j'adore l'énergie d'exclusion de Maria, qui a le courage de créer quelque chose de neuf. Et j'aimerais vous laisser sur ça en vous disant à tous merci infiniment à ces invités qui nous ont fait part de choses très enrichissantes. Salah Hassan, Manal Atay, Adriano Pedrosa, Carwin Feldman, Amarashwar Gala, et merci à vous, cette audience extraordinaire, pour votre contribution et pour ce qu'il vous reste encore à faire dans vos vies. Ces individus qui ont investir leur intérêt dans le futur des musées, que ce soit les musées dans le monde, les étudiants ou même des personnes qui sont juste intéressées de visiter des musées et de voir comment nous pouvons ensemble créer. Souvenez-vous, vous pouvez partager vos réflexions, vos commentaires après la conversation en utilisant le hashtag Reframing Museum. Ça a été un véritable plaisir d'être l'hôte de cette séance.
Et je suis très fière d'être ici lors de cet symposium partagé entre le Louvre Abu Dhabi et New York University Abu Dhabi. Et je vous remercie infiniment pour m'avoir permis de participer. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut nous aussi vous remercier d'avoir été un modérateur assez exceptionnel. Nous sommes difficiles, nous avons tous des idées très partagées, mais merci infiniment et merci au Louvre Abu Dhabi et à NYU Abu Dhabi. Emily, est-ce qu'il vous reste du chocolat parce qu'on vous a vu manger pendant toute la séance? Ah oui, il vous reste la moitié de la barre de chocolat. Merci, on aurait aimé la partager. Et il me fallait garder l'énergie parce que je voyais tant d'idées fuser à droite à gauche. J'aurais tellement aimé que nous ayons plus de temps pour parler de toutes ces idées qui sont extraordinaires. J'ai trouvé que vous avez été fabuleux. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, ravi de vous rencontrer. Merci. Et Kewin, je suis votre travail. C'est vraiment exceptionnel. Votre exposition était superbe et je ne vous avais jamais rencontré. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. J'aimerais vous raconter une petite anecdote parce que vous avez parlé des gardiens de sécurité. Quand je suis partie au Royaume-Uni cette année pour voir des coworkers en train de travailler, j'ai demandé à un gardien de sécurité ce qu'il pensait du travail fait. Je lui ai demandé d'où il venait, etc. Et nous avons eu une très belle conversation pendant cela. Et je lui ai dit que mon père avait voyagé pour des affaires il y a longtemps. Et j'ai voulu qu'on parle de l'art en question. Et je lui ai demandé si je peux prendre une photo. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas une œuvre d'art devant laquelle je voudrais être prise en photo parce que le sens de cela est effrayant. Et d'autres prenaient des photos. Manal, il nous faut résumer rapidement, s'il vous plaît. Il m'a dit, moi j'aime cette œuvre parce que ça m'a permis de réaliser que vous pouvez changer votre circonstance en sagesse. Et je suis restée avec ça. Ah, c'est génial, changer la circonstance en sagesse. Je suis désolée, je suis obligée de vous laisser partir. On nous ferme la session. Merci, félicitations à tous.